Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mardi 14 novembre. Bonsoir Laure. Bonjour Colin, bonjour à tous. On se retrouve dans quelques instants avec votre invité. Le directeur départemental du Secours catholique en Sarthe, François Soulard, qui vient nous parler de leur rapport annuel sur la pauvreté, vous le verrez. Et dans Au Quotidien à la suite, la présidente des crématistes du Maine, Marie-Cécile Fouquet, ils s'opposent à un projet de décret visant à allonger jusqu'à 14 jours le délai légal entre le décès d'une personne et les obsèques. Ce sont des sujets assez sensibles. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0 670 672 792. C'est un programme assez riche. On commence tout de suite avec l'actu. Au sommaire de ce mardi 14 novembre, une formation professionnelle inédite en Sarthe. Au CFA des métiers du bâtiment et des travaux publics du Mans, des personnes en recherche d'emploi peuvent se reconvertir dans le photovoltaïque, vous le verrez. Des trésors découverts après des fouilles archéologiques préventives autour du cellier de l'abbaye royale de l'Épau. Et puis vous le voyez à l'image, un mot de notre skipper sartois Hugo Cardon en fin de journal qui vient de traverser l'Atlantique en solitaire et a accosté à Saint-François dans la merveilleuse île de la Guadeloupe ce lundi soir. Et on commence d'abord ce journal avec une nouvelle formation dans notre département. Le CFA du bâtiment et des travaux publics de la Sarthe vient de lancer sa filière installateur de panneaux photovoltaïques. Ils sont 14 jeunes et moins jeunes apprentis qui entendent retrouver un emploi par ce biais dans un secteur en devenir. Colin Ancel. Une toiture de taille réelle en guise de terrain d'entraînement. 14 stagiaires, demandeurs d'emploi et âgés de 24 à 54 ans sont de retour en cours. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais il n'y a pas d'âge pour ça. Au moment où on parle de transition énergétique, je pense que le photovoltaïque va prendre de plus en plus d'ampleur. Avant tout, c'est la passion qui m'anime. La passion des énergies renouvelables en général et surtout du photovoltaïque. On a la partie théorique qu'on peut mettre directement en pratique après. Ça, pour moi, ça me semble être vraiment l'idéal. Au programme 2 mois et demi intensifs, entre cours au CFA BTP et stages en entreprise. Outre le photovoltaïque, les apprentis découvrent les bases du métier de couvreur pour bien connaître le support avant d'installer les panneaux. Le groupe est particulièrement à l'écoute. Ils ont l'habitude de prendre des outils déjà, travailler chez eux et ils sont très friands en plus d'apprendre des nouvelles choses qui sont très autonomes déjà. Ils n'ont pas beaucoup besoin de moi, ils ont compris tout de suite dès le début et c'est très agréable de travailler avec eux justement. Des conditions de travail optimisées, le CFA BTP a même loué un local supplémentaire pour accueillir ses maquettes. La formation a été pensée et préparée pendant plusieurs mois. Son bon déroulement en est l'aboutissement. C'est complètement nouveau, donc nous sommes extrêmement fiers de pouvoir proposer cette formation donc à des demandeurs d'emploi. Il y a des besoins au niveau du territoire, pour donc des besoins des entreprises de pouvoir recruter des personnes sur le photovoltaïque puisqu'on est sur une énergie renouvelable, on est sur une énergie verte et donc voilà, le domaine est en pleine expansion. Tous les apprentis, ou presque, ne devraient pas avoir de difficulté à trouver un emploi. Et ce, dès la fin de leur formation, le 15 décembre prochain. On passe à notre invité, le directeur départemental du Secours catholique en Sarthe, est sur notre plateau. Bienvenue, François Soulard. Bienvenue. Merci. Merci à vous. Le Secours catholique vient de rendre son rapport annuel sur la pauvreté ce mardi. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Avant d'échanger avec vous, François Soulard, sur le sujet en local, je vous propose d'abord de regarder une minute la vidéo réalisée par les équipes du Secours catholique Caritas pour comprendre l'ampleur de ce phénomène et on en parle tout de suite après. Quand l'inflation s'envole, la pauvreté s'aggrave. C'est une mécanique implacable qui broie de nombreuses vies et beaucoup d'entre elles finissent par pousser les portes du Secours catholique pour demander de l'aide. En 2022, avec une augmentation de 6,8% des prix de l'alimentation et de plus de 23% de ceux de l'énergie, le constat est sans appel. Parmi les personnes que nous avons accueillies l'an dernier, le niveau de vie médian a chuté de 7,6%, passant de 579 € par mois en 2021 à 538 € en 2022. Soit moins de 18 € par jour pour subvenir à tous leurs besoins. Se loger, payer les factures, se nourrir. Mission impossible. Résultat, 95% des personnes que nous avons rencontrées vivent sous le seuil de pauvreté. Et les 3/4 sont même en situation d'extrême pauvreté. 10 points de plus qu'en 2017, il y a 5 ans à peine. Ouvrons les yeux. La pauvreté s'intensifie en France et ce serait criminel de ne pas la voir. Les femmes en particulier en font les frais, et ce depuis des décennies.
En 1989, elle représentait 51% des personnes accueillies au Secours catholique. En 2022, ce chiffre grimpe à plus de 57%. Et vous pouvez voir cette vidéo en entier sur le site internet du Secours catholique, secours-catholique.org, avec vous, François Soulard, directeur départemental du Secours catholique. On va voir que, en local également, la pauvreté s'amplifie et elle s'installe dans la durée, notamment chez les femmes, on l'a vu dans cette vidéo. C'est ce que vous constatez, vous, au quotidien dans vos centres ? Tout à fait, dans ce qu'on constate aujourd'hui dans la rencontre avec les personnes en situation de fragilité. Donc le niveau de ressources, par exemple, le niveau de ressources médian, il est plus faible aujourd'hui en Sarthe que ce qui est présenté dans la vidéo. Donc il est aujourd'hui autour de 444 €, ce qui fait 15 € par jour, au lieu de 18 €. Donc on voit bien que les complexités sont importantes pour les familles, pour pouvoir vivre. Et puis la part des femmes chez nous représente presque 70%. Ah, donc c'est beaucoup plus en Sarthe. C'est beaucoup plus en Sarthe. On n'arrive pas toujours à donner une explication claire pourquoi plus de femmes. Ce qu'on se donne comme quelques éléments d'explication, c'est qu'on a beaucoup de familles monoparentales qui viennent chez nous. Et donc parce qu'elles sont soucieuses de leurs enfants, soucieuses de pouvoir permettre l'équilibre du budget. Et donc, elles viennent un peu en dernier recours chez nous. L'année dernière, vous faisiez état de 8500 bénéficiaires au Secours catholique de la Sarthe. Ça, par contre, ça n'a pas forcément bougé. Alors, ça n'a pas automatiquement bougé. Ce qui a bougé énormément, c'est, dans les chiffres qu'on en présente, c'est les personnes que l'on rencontre pour la première fois. 80% des personnes qu'on a rencontrées sont 80% des personnes qu'on a rencontrées pour la première fois en 2022. C'est quelque chose qui est un peu important par rapport à ce qui pouvait exister. Ce qui change un peu le regard sur les pauvres, les assistés, c'est toujours les mêmes, etc. C'est vraiment de dire aujourd'hui, la pauvreté, elle s'installe, mais elle concerne aussi beaucoup de monde et beaucoup de nouvelles personnes qui ont basculer dans une pauvreté. Qui, par exemple, les jeunes après le Covid, on en a beaucoup parlé, Alors, vous en avez ? Nous, on rencontre peu de jeunes en tant que tels, parce qu'on a la majorité des gens qu'on reçoit sont plutôt dans la tranche 20-55 ans, on va dire ça comme ça. Donc c'est une grande majorité, parce qu'on est sans doute un petit peu moins attractif pour les jeunes que d'autres associations. Par contre, on a une augmentation du nombre de personnes âgées. On est rendu à 11% aujourd'hui des personnes que l'on rencontre qui ont plus de 60 ans. Avec des toutes petites retraites. Toute petite retraite ou des ruptures familiales de fin de carrière. Et donc, quand ça bascule, ben voilà. Et évidemment des femmes, bien évidemment. Évidemment dans des ces femmes. schémas-là. Les minima sociaux, alors ça c'est très étonnant parce qu'on le voit dans le rapport, on le voit aussi dans cette vidéo. Un tiers des gens qui pourraient en bénéficier, eh bien, n'y ont pas forcément droit. Alors comment on explique ça ? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est souvent une absence de connaissance clair des droits des personnes. Donc ils ne font pas la demande, tout simplement, pour certains. Ils ne font pas la demande, et donc dans ces cas-là, il faut les aider à pouvoir faire la démarche. Et il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu compliquées, les démarches administratives, la complexité numérique. Et puis, il y a aussi des personnes qui, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme du RSA, ça veut dire que si vous le demandez et que vous travaillez un petit peu, vous n'y avez pas le droit le mois suivant, etc. Et donc, ce qui fait des yo-yo, on va dire ça comme ça, dans les budgets des familles. Et donc ça devient très très compliqué à gérer. Et donc il y a des fois, les familles elles se disent, bon, quitte à gérer au plus serré, peut-être qu'on ne va pas faire cette demande-là cette fois-ci, ou parce que c'est compliqué, ou on va avoir un recalcul qui va nous compliquer le mois suivant, enfin, etc. Ce qui est intéressant dans la fin de votre étude, c'est que vous ne voulez pas céder au misérabilisme, vraiment, clairement, hein, c'est la ligne de cette association, de dire qu'il y a un combat pour la dignité au quotidien de ces personnes, et notamment de ces femmes, et que c'est quelque chose que vous voyez vous aussi au quotidien. Alors, je donne un exemple, par exemple en Sarthe, on a beaucoup aujourd'hui de personnes qui sont bénévoles et en précarité. Et donc, c'est aussi montrer que les personnes elles sont utiles, qu'elles sont capables de pouvoir montrer qu'elles ont des talents, qu'elles ont une contribution à la société. Et donc, c'est important de pouvoir penser cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer les pauvres. Il faut juste dire que c'est une composante importante de la société et comment on avance et on construit la société de demain ensemble. Le Secours catholique en Sarthe, c'est 450 bénévoles répartis dans 30 équipes différentes. Vous avez toujours 5 salariés, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous cherchez évidemment encore des bénévoles. Comment on fait si on est intéressé ? Il y a un petit processus de recrutement ? Si vous voulez devenir bénévole, n'hésitez pas, sollicitez directement au 32 rue de la Mission, au Secours catholique, voilà, ou directement sur le site internet. Et à ce moment-là, il y a une équipe dédiée de bénévoles qui viendra vous rencontrer ou qui vous donnera un rendez-vous pour pouvoir vous proposer en fonction de vos attentes et en fonction de nos besoins. Et vous avez un numéro de téléphone, le 02 43 16 05 50. Et il y a un hashtag, tout simplement, Révolution
fraternelle si vous voulez suivre le Secours catholique sur les réseaux sociaux. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Allez, alors on continue ce journal avec une information pratique pour les habitants de la métropole du Mans. Oui, alors il y a 2 infos en une. Vous allez voir, la déchetterie de Saint-Saturnin est momentanément fermée pour cause de travaux qui ont pris du retard suite aux intempéries de la semaine dernière. À la place, les déchetteries du Ribé et de la Chauvinière sont ouvertes toute la journée de 9h à midi et de 14h à 18h. Et par ailleurs, ça va vous intéresser, Colin, vous qui êtes sportif, pour laisser place aux 4300 inscrits des 10 km du Maine libre à Lonsart, le cross, c'est samedi 18 novembre. La Chauvinière fermera de midi à 14h. Alors si vous avez l'habitude d'y aller entre midi et 2, c'est pas la peine ce jour-là. À ce propos, les inscriptions au cross sont closes. L'événement fait d'ores et déjà le plein. Maintenant, il est temps de faire un voyage dans le temps avec plusieurs découvertes étonnantes à l'abbaye royale de l'Épau. Des fouilles préventives ont été menées cet été autour du cellier avant que des travaux de restructuration soient entrepris. Les détections ont permis de comprendre les différents usages et occupations de cette structure qui date, vous le savez, du XIIIe siècle. Anthony Piton. Tout près de l'église abbatiale, le cellier, l'un des bâtiments les plus anciens de l'abbaye de l'Épau. Les fouilles archéologiques menées à l'intérieur et aux abords de l'édifice ont mis à jour une partie de l'histoire cachée de l'ancienne abbaye cistercienne. La principale découverte, ça a été un grand bras de canalisation, donc un conduit qui permet d'évacuer l'eau à l'intérieur de l'abbaye. Ce qui était super intéressant, c'est qu'il arrive, il fait 45 cm de large, il est très étroit et il s'élargit pour atteindre 1,60 m et vraiment charrier l'eau à l'extérieur de l'ensemble abbatial. Et il est très bien construit, c'est une belle construction, probablement très ancienne, qui fonctionne avec tout un réseau hydraulique qui est présent au sein de l'abbaye. À côté de ça, on a trouvé plusieurs petits bâtiments qui étaient accolés contre une des façades, un bassin complètement étanche qui permettait de recueillir des eaux qui étaient évacuées depuis l'intérieur et une petite construction, un petit abri qui est mentionné au XVIIIe siècle comme étant l'abri du jardinier. Pour les scientifiques, ces découvertes démontrent que le lieu a revêtu de multiples usages au cours des siècles. C'est vraiment un bâtiment qui est en dehors de l'espace abbatial, il est au bord du chemin, on le remarque, il est très bien construit et il est petit à petit mentionné dans les textes comme une écurie puis une bergerie et effectivement il reste à l'intérieur des éléments qui nous indiquent qu'il a servi à un usage agricole, il y avait des mangeoires, il y avait des animaux qui vivaient à l'intérieur et ça c'est une époque plus récente. Les analyses ont aussi permis de dater précisément la structure grâce à l'examen de sa charpente. L'origine du cellier remonte à la toute première campagne de construction de l'abbaye, à la fin des années 1220. Avec un nombre de visiteurs croissant, raconter l'histoire du lieu qu'on visite, c'est donner des informations précises et ça sera le cas à travers ce rapport qui vient d'être fait. Fin 2024, des travaux d'aménagement intérieur seront entrepris dans le bâtiment. Le cellier transformera une fois encore ses usages pour devenir un espace dédié à la jeunesse. On termine maintenant ce journal avec une page sport et d'abord on commence par du football. Et le Mans FC concède un nul à la fin du match ce lundi soir face à Châteauroux devant 3000 spectateurs au stade Marie-Marvin qui ont assisté à un match sans conviction de la part des deux équipes. Le collectif sartois s'est ménagé peu d'occasions tout au long de la rencontre. Pénante a forcé la défense d'en face avant d'ouvrir le score à la 74e minute sur un but d'Antoine Rabillard, malheureusement égalisé à la 90e par 1000 en face. Le Mans reste 6e du national à 5 points de la 2e place, synonyme d'accession en Ligue 2. Et puis un jeune Sartois qui entre dans le cercle très fermé des skippers qui voyagent en solitaire et même qui traversent l'Atlantique. On peut le dire, c'est notre chouchou. Hugo Cardon, 20 ans, il vient de réaliser son rêve de franchir la ligne d'arrivée de la 2e étape de la Boulangère Mini Transat ce lundi 13 novembre à 10h49 et 38 centièmes. Contrairement à ce que je vous ai dit en début de journal, il est bien arrivé au petit matin en Guadeloupe et pas le soir. Il a mis 15 jours, 21h29 et 38 secondes pour boucler cette étape entre la Palma de Majorque aux Baléares et Saint-François en Guadeloupe. Donc, il se classe 28e sur 90 skippers qui ont tous navigué en solitaire, sans assistance et sans moyen de communication. Et sa première réaction, eh bien, je vous le donne en mille, c'est probablement celle d'un grand marin parce qu'il a trouvé ça
trop court. Voilà, félicitations à lui. On espère le revoir bientôt sur notre antenne quand il sera de passage dans sa Sarthe natale. Alors la deuxième étape qui partait bien de La Palma aux Canaries. Aux Canaries, c'est ce qu'on j'ai s'était dit au Baleares. Et pourtant, vous m'avez déjà corrigé tout à l'heure. Décidément, Je me permets je m'y perds. Entre le décalage horaire et les voyages, on a besoin de vacances. Et je pense surtout qu'on a besoin de voir Hugo Cardon, donc on essaiera de le contacter. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Bonsoir. Eh bien, les conditions météo s'améliorent très nettement ce mardi soir. On retrouve un ciel beaucoup plus serein, les nuages se font de plus en plus discrets et évidemment les températures restent encore assez douces puisque voici celle annoncée pour le milieu de soirée entre 11 et 12 degrés. On se dirige donc vers une belle amélioration ce mercredi. Au petit matin, le ciel sera variable par excellence, un savant dosage de nuages et de soleil sur l'ensemble de la région. Petite sensation de beau temps par rapport au jour précédent et forcément, comme le ciel est un peu plus dégagé, les températures fraîchissent un peu au lever du jour puisque les minimales oscilleront entre 7 et 8 degrés. Pour votre après-midi, eh bien, là, c'est le soleil qui domine sur les nuages qui seront de plus en plus discrets. Donc, vraiment un bel après-midi sur l'ensemble de la Sarthe et des températures toujours très confortables puisque les maximales oscilleront entre 12 et 14 degrés. On attend 13 degrés au Mans. On jette un coup d'œil sur la tendance pour le reste de la semaine. Pour jeudi, ciel variable aussi, nuages, soleil, quasiment pareil, à jeu égal. Donc une sensation encore de beau temps avec des températures qui fraîchissent un peu. Les maximales seront comprises entre 11 et 12 degrés. On attend 12 degrés au Mans au meilleur de l'après-midi. Et puis pour votre journée de vendredi, même configuration, on est dans un ciel de traîne, une traîne peu active, ce qui fait qu'il y aura très peu d'averses, juste quelques ondées, mais vraiment très éparses, et les températures qui restent stables. On attend 13 degrés au Mans et 11 à 12 degrés sur le reste de la Sarthe. En tout cas, ce mercredi, n'oubliez pas de fêter les Albert. Et puis, alors, profitez de cette belle journée très ensoleillée, d'un temps un peu plus serein pour cette fin de semaine, moins de précipitations, mais attention, des averses pourraient revenir peut-être pour ce week-end. On y reviendra un peu plus en détail d'ici la fin de la semaine. Passez une très agréable journée. Bienvenue sur LMTV dans la suite si vous nous rejoignez. Avant de rejoindre notre invité, nous allons faire un point comme tous les jours sur la qualité de l'air dans notre département et l'indice de qualité de l'air qui reste, attention surprise, moyen sur l'ensemble du département. La cause, une concentration d'ozone, mais les masses d'air et les averses permettent de disperser ces polluants. L'air respiré n'est donc pas bon, mais pas mauvais non plus. Voilà, on retrouve dès à présent la présidente de l'association des crématistes du Maine. Je vous promets, Colin, on marquera le coup le jour où la qualité de l'air sera bonne sur notre département. Bienvenue sur ce plateau. Marie-Cécile Fouquet, présidente des crématistes du Maine. Colin vient de le dire, une association affiliée à la Fédération française de crémation. D'abord, un mot sur cette association qui organise son assemblée générale le samedi 25 novembre à l'hôtel-restaurant Le Circuit, avenue Georges Durand. C'est à 10h30. Que faites-vous aux crématistes du Maine ? Alors, l'association crématiste du Maine a pour essentiellement comme mission actuellement, enfin maintenant, puisque le nombre de crémations a sérieusement augmenté, donc ce qui est bien. On a surtout un rôle de conseil, d'accompagnement des familles, des adhérents d'abord et des familles ensuite. On est présent dans les comités d'éthique des 2 crématoriums locaux. Et puis, on a des activités, on répond aux demandes de nos adhérents, puisqu'on a une permanence téléphonique 24 heures sur 24. Et puis, on se déplace à leur domicile en cas de besoin. C'est le numéro de téléphone d'ailleurs qu'on va afficher à l'écran. Voilà. Plus de 46% des Sartois actuellement choisissent la crémation plutôt que l'inhumation. Cela implique une augmentation des délais entre un décès et les obsèques. C'est un constat que vous faites, vous, ce délai qui augmente ? C'est très variable dans le temps. A priori, en 2023, dans ce qu'on a comme information venue des crématoriums, le nombre de crémations, le nombre de décès diminue, donc le nombre de crémations diminue un petit peu de fait. Il y a des périodes où il y a plus de décès, c'est très saisonnier souvent, et effectivement où là les délais s'allongent un peu. Dans le quotidien, sur l'année, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait
une majorité de temps où il y a des délais allongés en Sarthe. Je dis bien en Sarthe. Néanmoins, ça peut être effectivement des périodes, mais ça veut dire qu'il y a une demande de délégation, de dérogation de temps qui est faite par les opérateurs funéraires pour allonger le temps. Il y a eu ça notamment pendant la période Covid, où les délais étaient beaucoup plus longs, parce que évidemment, c'était plus compliqué de gérer en fait toute la problématique des corps, etc. Et justement, ça a continué en partie depuis le Covid. Oui, mais je pense que c'est une démarche qui s'est instituée à ce moment-là et qui a dû être satisfaisante pour certains opérateurs funéraires. C'est vrai que pour eux, ça fait un dossier supplémentaire à créer quand il y a une dérogation à faire. Et donc, pour pallier cette problématique de dérogation, le Conseil national des organisations funéraires, qui représente les intérêts des entreprises privées et publiques de pompes funèbres auprès de l'État, demande un allongement des délais passant de 6 jours, on l'a dit tout à l'heure, Colin, possible à 14 dans certains cas. Lesquels, par exemple les militaires, par exemple, en opération extérieure, qui Non, seraient rapatriés en fait, dans certains cas, c'est plutôt quand il y a plus d'activité, quand il y a plus de décès à ce moment-là. Voilà. C'est plus en lien avec ça. Par exemple, dans une période de pandémie grippale, par exemple, ce genre de choses. Pour des raisons qu'on n'explique pas, plus de décès. Pourquoi vous êtes contre Pourquoi est-ce que vous n'en voulez pas? Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que ça a une répercussion importante sur le plan des familles. Déjà parce que quand le deuil commence réellement à se faire quand la cérémonie funéraire est passée, en général, c'est là que c'est le plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est là que ça commence à se faire réellement. Il faut des obsèques pour commencer un deuil. En gros, c'est ça. On a bien vu la difficulté pendant la période Covid où ça n'existait pas. Et puis, les autres points, c'est que pour les familles, c'est un coût. Parce que chaque journée dans une chambre funéraire, c'est un coût supplémentaire. Plus ou moins 100 € en moyenne en France. On a vérifié, on a fait de 100 € par jour, on avait calculé. Selon les chambres funéraires, je pense. Selon les chambres funéraires. Voilà. Et puis, les opérateurs funéraires vont proposer plutôt des soins de conservation, ce qu'on déconseille en temps habituel, notamment pour la crémation. Oui. Et sachant que c'est quand même des polluants. Et que ça ne va pas dans le sens de l'écologie. Et la fédération à laquelle vous êtes affilié donc, défend bien les intérêts, effectivement, de tout à chacun, finalement. C'est-à-dire que tout le monde peut être concerné par ce sujet et cette situation, un jour ou l'autre dans la vie. Pour les informations, ou si vous avez des questions à poser aux crématistes du Maine, il y a votre site internet, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche crématiste Maine. Sur Google, par exemple, sur n'importe lequel autre. Et puis, vous avez par téléphone, ce numéro. Alors, oui, c'est ce numéro. Donc, c'est un numéro de permanence. On a un téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de ce sujet pas facile, mais qui concerne absolument tout le monde. Merci. Allez, on garde le sourire et on joue tout de suite sur LMTV avec la Sarthe en s'amusant à gagner le livre Terre de Sarthe et 2 places pour un match du Mans FC en partenariat avec le département de la Sarthe. C'est parti pour la question. Aujourd'hui, avec la Sarthe en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et 2 invitations à un match Le Mans FC en répondant à la question suivante. Où se déroulait le pesage des 24 heures en 1923 ? Place d'Alger, rue Victor Bonhomet, place des Jacobins ou sur le circuit. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. On fait un point également sur les invités de ce mercredi dans Au Quotidien. Dans l'actu, nous recevrons Anne-Marie Hatton, qui est directrice du Centre social des gens du voyage, le centre qui fête ses 20 ans le 16 novembre. Et puis dans la suite, on parlera d'un salon inédit, ça se passe à Champagné le dimanche 19 novembre, avec des professionnels de la fête qui viennent rencontrer le public pour faire connaître leur métier, comme des clowns par exemple, ou des DJ, pourquoi pas, des musiciens qui pourraient ambiancer votre anniversaire par exemple, Colin. Et pourquoi pas. Notre invité sera Jackie Bouton, le président de la Fédération des comités des fêtes de la Sarthe. Et de la fête, il va en être question dans quelques instants, puisque c'est la fête de regarder Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé. Et on part aujourd'hui dans la commune de Courcival. Voilà, quant à vous, vous nous retrouvez en direct ce mercredi à partir de 18h30. Très bonne soirée sur LMTV. Bonne soirée.